Oui, bon, j'ai l'habitude d'être le dernier obstacle sur le chemin de l'apéritif et du déjeuner ou du dîner, donc ça ne me change pas beaucoup. Et là, quand même, c'est un peu compliqué parce que on a entendu quelqu'un, Nicolas Rossignol, qui, je crois, nous a montré à quel point l'émotion, la vraie émotion, peut être source d'action et de construction du sens. Et puis on vient d'avoir quelqu'un, moi j'ai beaucoup aimé, qui nous a montré qu'au fond, la dérision, c'est aussi un des moyens d'être sûr qu'on est vraiment dans l'émotion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai adoré la relecture de la fable de La Fontaine et la relecture du poème de Baudelaire, et puis tout un tas de choses qui nous mettent en garde finalement par le chemin du dérisoire sur le côté un peu peut-être facile de certaines émotions qui finalement n'engagent pas à l'action. Voilà. Alors, bon, j'arrive là, si ça vous emmerde, vous partez, vous trouverez le moyen de trouver la porte. Si ça vous fait chier, vous somnolez. Enfin, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire en attendant que le vieux ferme sa gueule. Voilà. Hein. Donc, d'ailleurs... Merci, c'est gentil. Ah, vous êtes trop bon avec les vieilles personnes, ça vous perdra. Si tu es pressé, progresse lentement. Si tu es encore plus pressé, fais un détour, dit le proverbe japonais. Et donc, nous allons faire un détour pour regarder ce que j'appellerais volontiers l'entreprise atelier. Hein. Au fond, la grande leçon d'une certaine forme de création artistique, c'est justement cette pratique de l'atelier. Alors, quel que soit l'amour profond que j'ai pour Van Gogh, hein, souvenez-vous de cette phrase magnifique dans une lettre à Théo où il dit « Tel possède en lui un feu auquel personne ne viendra jamais se chauffer ». Et le drame, c'est qu'il ne va pas pouvoir nous servir de modèle parce que, comme vous le savez, il n'a jamais vendu qu'un seul tableau de son vivant, ce qui, entrepreneurialement parlant, n'est pas très satisfaisant. Hein. Alors, il avait rêvé d'un atelier. Hein, et cet atelier, il aurait voulu le mettre à Arles, et il aurait voulu que Gauguin soit son... En quelque sorte, il était prêt à lui céder la responsabilité de l'atelier, pourvu qu'il vienne. Gauguin est venu, son billet de train payé par Théo, depuis Paris, et puis Gauguin était un petit peu agacé par l'hyper-affectivité de Vincent. Il est reparti, du coup Vincent s'est coupé l'oreille, il a porté l'oreille à une dame dont Paul et lui partageaient les faveurs de temps en temps. Voilà. Alors, je n'ai pas une passion pour Jeff Koons, mais j'aime bien cette photo parce que Koons nous dit que, voilà, dans le domaine de la création artistique et peut-être dans le domaine de l'entreprise, au fond, l'essentiel, c'est l'équipe. C'est les gens qu'on va rassembler autour de soi pour produire. Hein. Et du coup, on va s'en aller très loin dans le temps et un peu loin dans l'espace, avec quelqu'un qui s'appelle Pierre-Paul Rubens, qui, ici, c'est un autoportrait de vers 1627. Je ne sais pas si vous connaissez Anvers. Anvers, c'est une ville magnifique parce que c'est... Ici, on est sur la Méditerranée, mais il y avait une autre manière de lire le monde qui s'appelait la Ligue hanséatique. Hein. Et Anvers faisait partie de la Ligue hanséatique. C'est une sorte de Méditerranée du Nord avec son réseau de ports, d'échanges entre Londres et Novgorod, où arrivait la branche la plus nordique de la route de la soie, et puis des endroits comme Bergen, Bruges, Lübeck, Hambourg, etc. Et cette idée qu'au fond, si ça ne circule pas, ça ne vit pas. Hein. Quand on nous dit que la mondialisation, c'est la grande modernité, en fait, elle a toujours été là, la mondialisation. Elle était déjà là avec la Ligue hanséatique ou la Méditerranée. Quand vous êtes à Venise, le seul endroit où vous pouvez penser, c'est Xi'an. Et quand vous êtes à Xi'an, le seul endroit où vous pouvez penser, c'est la place Saint-Marc à Venise. Et puis, si vous connaissez Samarcande au milieu, c'est encore plus facile à lire. Mais voilà. Et donc là, vous avez la double maison de Rubens. À gauche, vous avez la maison flamande typique, briques rouges, encadrement de pierre blanche pour les fenêtres, et puis le pignon à redans. Et puis à droite, vous avez cet endroit complètement différent. Quand vous arrivez, la première fois que vous allez dans la maison de Rubens à Anvers, ce qui est extrêmement frappant, c'est ça. C'est-à-dire une architecture italienne maniériste en plein milieu des Flandres. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que lui, Rubens, est parti. Alors ça, c'est un des problèmes que j'ai, moi, en ce moment, avec tout ce qui se passe. J'ai été très ému quand la personne qui m'a précédé a sorti de sa cocotte minute le bleu et le jaune. Hein, voilà. Mais vous voyez, entre le Covid et ce qui se passe maintenant
en Ukraine. Et c'est vrai que, bon, mes petites ambitions de voyage, c'est une connerie, mais en même temps, c'est vrai que le voyage, ça oblige quand même à bouger. Et quand on disait que les voyages formaient la jeunesse, c'est pas faux. Et si on voyage de moins en moins, alors bien sûr, on peut se relier avec les gens à distance, mais le choc de l'altérité, le choc du nouveau, éprouvé non pas à travers la médiation d'un écran, mais véritablement dans la chair, dans ça, c'est voilà. Et lui, il est allé en Italie, et il y est allé pendant 9 ans. Il a très bien compris, ça c'est fou, hein. Il n'avait pas lu Brodel, mais il a compris que Gênes, c'était la ville où il fallait aller parce que c'était la ville nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand la réforme a atteint la banque allemande, les Habsbourg ont envoyé l'or du Mexique et l'argent du Pérou, non plus vers l'Allemagne, mais vers cette ville un peu nouvelle. C'est une ville de parvenus, hein, Gênes. Malheureusement, il y avait le pont qui permettait d'éviter la ville, donc plus personne n'y allait. Mais quand vous allez dans la Strada Nuova ou dans la Via Garibaldi, hein, vous avez une série de palais absolument fabuleux de gens qui ont construit plus haut que leur cul et surtout plus haut que le cul du voisin. Et c'est ça qui attirait, évidemment. Et c'est ces architectures-là qu'il a rapportées, bien sûr, avec lui à Anvers. Hein. Ça, c'est important. Rapporter avec soi des choses d'ailleurs et obliger l'ici à bouger sous, finalement, l'impact de l'ailleurs. Il a même fait un livre, vous voyez à droite, il a fait un livre sur les architectures des palais génois, et au fond, il a reproduit ça, finalement, lui, chez lui. Voilà. Et ça, c'est l'atelier. Alors l'atelier, vous voyez, c'est pas un galetas au 6e étage sans ascenseur où vous avez un jeune artiste génial en train de cracher ses poumons, après que sa copine l'ait quitté et en se demandant comment il va bouffer à la fin du mois. Hein. Le tout compliqué par la confrontation avec la toile blanche, qui lui demande évidemment de... Bon, là, on est quand même très installé. Hein. Et vous avez vu en haut qu'il y avait effectivement une sorte de loge. On venait voir Rubens travailler. Et qui venait voir Rubens travailler, en particulier l'archiduchesse Isabelle et l'archiduc Albert. Hein, Isabelle, c'était la sœur de Philippe III d'Espagne, c'était la tante de Philippe IV, et Philippe IV avait confié à Tantine la gestion des Flandres, hein, tout simplement. Et donc, depuis Bruxelles, les archiducs venaient voir Rubens travailler. Hein. Et donc, il ne faut pas vous imaginer quelqu'un de tout seul. Hein. Faut vous imaginer ça. Hein, qu'on dit être l'atelier de Van Eyck, mais ce n'est pas l'atelier de Van Eyck, bien sûr, mais c'est un vrai atelier. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui peignent à la fois. Hein. C'est-à-dire qu'il faut produire. Vous êtes marrant, hein, comment on fait les fins de mois. Rubens, c'est quelqu'un qui veut produire. Et si vous regardez à gauche, là-haut, je ne sais pas très bien comment fonctionne le truc, mais ce n'est pas grave, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire un portrait de femme. Inutile de vous dire que le maître que vous voyez au centre, alors quand même, hein, au centre, sur une estrade, bon, bien sûr, parce qu'on le verra tout à l'heure, c'est lui qui est quand même responsable de la vision, en partie. Hein. Eh bien, lui, il a fait les mains et, évidemment, le visage, et ensuite, vous avez quelqu'un qui, on appelle un peintre de draperie, qui est en train de travailler. Alors là aussi, c'est une question de recrutement. Si Rubens, sous prétexte qu'il est le portraitiste à la mode d'Anvers, prend n'importe qui comme peintre de draperie, ça ira une fois, ça ira 2 fois, ça ira peut-être 3 fois, mais au bout d'un moment, plus personne ne reviendra. Et donc, on revient toujours sur cette question de la constitution de l'atelier et du recrutement. Regardez bien au premier plan, hein, les enfants. Le problème, c'est la transmission. En fait, on ne prouve qu'on possède, qu'on est maître de, que quand on transmet. On ne possède bien que ce qu'on partage et ce qu'on transmet. La transmission vérifie la maîtrise. Regardez par exemple ça. On est à Collioure en 1905. C'est une crique près de Collioure que peut-être certains d'entre vous connaissent. On peut aller à pied en 3 minutes. Et qui s'appelle La Moulade, faite par Henri Matisse. Ce qui s'est passé à Collioure, c'est fabuleux. Dans l'été 1905, on a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le fauvisme. Et les deux qui ont inventé ça, c'est Matisse et Derain. Et l'intelligence fabuleuse de Matisse, c'est d'avoir dit à Mme Matisse, avant qu'il parte de la banlieue parisienne pour s'en aller passer l'été à Collioure, à propos, j'ai demandé à Derain de venir passer l'été avec nous. Ça ne gêne pas. Et Mme Matisse a dit non. Et Matisse savait très bien qu'il était en train de s'enfermer. Il avait eu des premiers succès et il était entré dans une tentation de répétition. Et il a eu l'intelligence d'emmener Derain avec lui, parce qu'il s'est dit, Derain est plus jeune, il est plus...
tout ça, et il va m'obliger à bouger. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que si vous revenez à la moulade ici, ça, c'était la moulade au début de l'été. Hein. Et quand vous regardez la moulade au début de l'été, vous n'êtes absolument pas dans l'explosion de couleurs et dénégation de la ligne que vous voyez ici dans la version ultime. Et ça, bien sûr, ça peut s'expliquer quelque chose d'une seule chose, c'est l'arrivée de la photographie. La photographie est en train de reconstituer avec des lignes la profondeur dans un espace plan. Or, depuis, en gros, 1430-40, la peinture dit « Venez à moi la peinture, je vous donnerai l'illusion de la profondeur par la manipulation des lignes. » Et puis tout d'un coup, on ne va pas refaire ici l'histoire de la photographie, mais il se trouve que par la photographie, on arrive avec un système de lignes à effectivement donner l'impression de la profondeur dans une surface plane. Et la photographie, elle fait ça presque plus précisément, plus rapidement et moins cher que la peinture. Quand vous avez effectivement un concurrent qui fait la même chose que vous, mieux, plus vite et moins cher, comme disait Johnny, il y a un problème. Hein, voilà. Donc, c'est ça qui... Et ça, regardez, c'est magnifique. Hein. C'est le portrait d'André Derain par Henri Matisse. L'admiration de Matisse pour Derain et la reconnaissance que probablement sans Derain, il n'aurait pas rebondi. Hein. Regardez Derain, c'est absolument étonnant. Hein. Et ça, c'est le portrait de Matisse par Derain. Et c'est cette... Alors, j'aurais pu prendre Braque et Picasso. Hein. Vous vous souvenez, au moment du cubisme, la phrase de Braque, au moment du cubisme, Picasso et moi étions comme deux montagnards encordés, l'un ne pouvait pas avancer sans que l'autre le suivît, et réciproquement. Et c'est cette idée véritablement que le choix de celui qui va m'accompagner, c'est effectivement le choix de quelqu'un qui va m'obliger à bouger et qui va m'empêcher de m'installer. Vous avez un autre portrait de Matisse ici fait par Derain pendant qu'ils étaient ensemble. Et parti de ça, grâce à la médiation de cette espèce d'épiphanie de la couleur, hein, vous allez arriver à ça. Et l'intelligence, encore une fois, de Matisse, c'est d'avoir compris que dans cet été 1905 de Collioure, qui est très important dans l'histoire de l'art, encore une fois, hein, la couleur devient l'activité de niche. Puisque la photo ne fait pas encore la couleur, il faut que la peinture se réfugie dans la couleur parce que c'est effectivement impossible pour la photo d'aller la chercher là. Alors moi, j'ai tendance à appeler ça du reverse mentoring, hein, du mentorat inversé. Je ne sais pas si vous avez compris le côté absolument insupportable de cette photo. Hein. Une femme qui apprend quelque chose à un homme. Là, ça commence déjà pas bien. Hein. Une jeune femme qui apprend quelque chose à un homme plus âgé, ce que certaines de mes amies américaines appellent a dead white male, hein, un mâle blanc mort. Hein. Et puis alors, non seulement une jeune femme d'une culture différente, hein, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il montre le vieux là? C'est la porte ouverte. Ah, voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Qui apprend de qui? Et êtes-vous sûr d'avoir auprès de vous les gens dont vous allez pouvoir apprendre? Alors, c'est des chieurs, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Le recrutement de la chieuse ou du chieur est une activité absolument essentielle. Hein, parce que c'est celle qui vous empêchera de crever trop vite. Hein. Voilà. Et alors, regardez bien à droite. À droite, vous avez ceux qui ne peignent pas, mais ceux sans qui on ne pourrait pas peindre. Puisque vous avez quelqu'un, au fond, qui broie les pigments. Si c'est du lapis lazuli, si vous voulez faire du bleu, vous allez avoir du lapis lazuli et vous allez broyer ça. Et puis après, il faudra dissoudre les pigments ou au moins les incorporer dans les liants, vous voyez au premier plan. Ces gens-là ne peindront jamais, mais ils sont présents dans la représentation de l'atelier. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Si la dignité de chaque contribution n'est pas reconnue dans l'atelier, l'atelier fonctionne moins bien. Or, qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui garantit que la dignité de chaque contribution est reconnue dans l'atelier, quelle que soit la nature de cette contribution. Alors, bon, vous avez ici une annonciation de Rubens. Je dis souvent, et j'en suis désolé si plusieurs d'entre vous ont déjà entendu ça, l'annonciation, c'est quand même le sujet le plus merdique qu'on puisse imaginer. Une nana, hein, pas forcément géniale, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas essentielle, mais elle n'est pas forcément géniale. Hein.
dans une maison, à mon avis, dans une baraque un peu déjetée, hein, dans ce qui n'est pas exactement une métropole d'équilibre culturel, Nazareth. Hein. Elle est en train de lire un vieux bouquin poussiéreux dont on ne sait toujours pas qui sera l'Ancien Testament, puisqu'il n'y en a pas de nouveau. Hein. Et tout d'un coup surgit une créature genre Batman qui lui dit « Tu seras la mère de Dieu ». Elle dit oui pour qu'il foute le camp. Et comme disait... Vous êtes vraiment trop bon avec les vieilles personnes. Comme disait Daniel Arras, qui lui est génial. Je ne sais pas si vous avez jamais lu un bouquin d'Arras sur la peinture ou si vous avez écouté Histoire de peinture, mais c'est à tomber tellement c'est brillant ce type. Magnifique. Il disait, comment à partir d'un sujet aussi minimal, on a pu faire plus de 3000 tableaux consacrés à l'Annonciation. Et là, vous voyez, c'est ça qui est fou. C'est que le génie du peintre n'est pas dans le choix du sujet, mais le génie du peintre est dans la manière dont elle ou il va inventer une composition nouvelle à partir d'un sujet. Et c'est pour ça que le mec, il était sur l'estrade tout à l'heure. Parce qu'au fond, le leader, c'est celle ou celui qui est responsable de l'originalité de la composition, le sujet étant peut-être par lui-même un sujet archi rebattu. Alors, bon, voilà, vous voyez, vous pouvez faire une annonciation au début du XIVe siècle. Bon, comme c'est un sujet sacré, vous aurez un fond d'or. Alors ici, vous avez évidemment Fra Angelico, ça a beaucoup progressé. Alors à l'arrière, vous avez un jardin, vous n'avez plus de fond d'or, vous avez un espace réel au premier plan. À l'arrière, un jardin. Alors l'histoire du jardin, bien sûr, elle est reliée à ce qui se passe au premier plan. Ce qui se passe au premier plan, c'est produit à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Une histoire d'une pomme, de 2 poires et de beaucoup de pépins. Voilà. Mais c'est un peu archaïsant parce que vous avez cette idée que vous avez 2 moments du temps dans un seul espace. Un Florentin n'aurait pas aimé ça. Dans le nord, inévitablement, il fait plus froid, donc il faut plus de mobilier et plus de décoration intérieure. Et puis, à la fin, quand on commence à plus y croire, on renforce le décor. Ça, faut toujours se méfier. Quand il y a une prolifération du décoratif, ça veut dire que finalement, on n'y croit plus. Voilà. Et là, ça, c'est génial. C'est un de mes peintres préférés, Lorenzo Lotto. Et comment il a osé faire la Vierge comme ça? Parce que si vous regardez la Vierge, il est en train de se dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, là Le vieux, là-haut, qui a l'air de vouloir me tomber dessus. Le chat qui fait le gros dos. L'autre avec ses cheveux blonds et son lisse, on se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fallait du culot pour faire une annonciation comme ça, vers 1520, 1530, quand même. Voilà. Et là, vous avez du Rubens. Et là, vous avez du Rubens, et puis vous avez le Rubens qu'on a vu. Mais ce qui m'intéresse dans celui-ci, c'est qu'on a retrouvé ça. Ça, c'est le modello. Ce qu'on appellerait aujourd'hui proof of concept. C'est-à-dire qu'il y a 8 jours, vous avez quelqu'un qui est passé dans l'atelier de Rubens, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de marchand d'art. Ça ne fonctionne qu'à la commande. Pas folle, la guêpe. On ne va pas foutre des trucs chez un marchand qui les vendra ou qui ne les vendra pas. On travaille uniquement à la commande. Et quelqu'un a dit à Rubens, tu ne me ferais pas une annonciation. Alors ça, Rubens, évidemment, vous lui demandez une annonciation, il vous la fait. Et 8 jours après, vous repassez et vous avez le modello. Alors, la taille est disproportionnée par rapport au réel. Et c'est sur le modello que vous allez signer le contrat. Et une fois, alors ça c'est très important, le modello est entièrement de la main de Rubens. Mais une fois que le client a effectivement signé, Rubens va convoquer les gens auquel il va déléguer une partie de la réalisation du tableau à partir du modello. Et attention, quand il leur délègue cette partie, c'est parce qu'il pense probablement que dans le domaine qu'il va leur confier, eux là, ils sont au moins aussi bons que lui, sinon meilleurs que lui. Et donc, quand il va leur déléguer cette partie-là du tableau, il va leur dire « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et à ton avis, c'est bon, on fait autre chose, t'as une idée là-dessus? Ça, c'est magnifique. C'est cette capacité de recruter des gens dont vous pensez qu'ils sont probablement dans leur domaine meilleurs que vous. On y revient dans un instant. Voilà. Et du coup, bon, vision, leadership, réalisation, à qui confier, qui écouter. On va prendre un tableau qui a été commandité par l'archiduc de Bavière. Vous voyez que dans ce tableau, il y a un paysage. Rubens ne va pas s'emmerder à faire un paysage. Il va confier ce paysage à Jan Wildens. Mais le portrait que vous voyez là est ce qu'on appelle un portrait autographe, c'est-à-dire qu'il est entièrement de la main de Rubens. Et ça, c'est le seul moyen que Rubens a, lui peintre, de montrer à ses collaborateurs l'importance qu'ils ont pour lui. Prendre le temps
de faire leur portrait de ses mains. Et quand vous regardez un tableau comme ça, vous voyez bien qu'il y a, qui est signé Rubens, hein, Wildens n'apparaît pas. Mais quand vous voyez un tableau comme ça, vous voyez bien qu'il y a la moitié du tableau qui est un paysage, et ça c'est Wildens, c'est pas Rubens. Il n'y en a pas beaucoup, mais on est obligé d'en parler brièvement. Hein. Là, vous avez quelqu'un qui s'appelle Jan Bruegel, l'ancien ou de velours. Pourquoi l'ancien? Parce que le petit garçon que vous voyez là à droite, ça sera Jan Bruegel le jeune. La peinture est une entreprise familiale à l'époque. Hein. Et c'est une entreprise familiale particulièrement chez les Bruegel. Jan Bruegel, l'ancien, que vous voyez là-bas, il a un père qui s'appelle Pierre Bruegel l'ancien, qui est un génie. Hein. Et les gens aiment tellement ces tableaux que quand ils passent dans l'atelier, ils voient un tableau, 8 jours après, ils repassent, le tableau est parti, et ils sont dans la déprime absolue. Ah, oh, putain, j'aimais ce tableau. Ben oui, mais il est parti, il faut bien livrer de temps en temps. Hein, voilà. Ah, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous fréquentez les salles des ventes, chic ou pas chic, mais peut-être chic, hein, eh bien, vous voyez de temps en temps à côté d'un tableau marqué « copie d'atelier ». Ça veut dire que ce n'est pas un faux, c'est une copie du tableau qui a été fait dans l'atelier parce que quelqu'un n'arrivait pas à se résoudre à l'idée de ne pas avoir cette image-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'atelier de Pierre Bruegel l'Ancien, le père de Jan Bruegel l'Ancien, c'était Pierre Bruegel le Jeune, le frère aîné du monsieur que vous voyez là, qui faisait les copies de papa. Alors, il mettait toujours 2, 3 petits détails qui n'étaient pas les mêmes, pour qu'on voit bien que ce n'était pas l'original. Il ne fallait pas tromper le client, mais quand même. Et vous voyez, lui là, ben, il est le deuxième fils. Alors, il y a l'alliance papa-fils aîné, assez classique dans certaines entreprises. Il y a l'alliance papa-fils aîné, et puis le fils cadet qui se demande ce qu'il a à foutre. Et regardez l'intelligence émotionnelle de Rubens, qui va mettre Jan Bruegel à l'arrière, dans un coin, comme s'il lui disait « Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai besoin de toi. Pour moi, tu es important dans mon boulot. » Et quand vous regardez ça, toutes les fleurs, toute la couronne de fleurs, c'est lui. C'est Jan Bruegel l'Ancien ou Jan Bruegel de velours. Le respect de chaque collaborateur et de sa contribution à la réalisation de la vision. Et puis, bien sûr, vous avez des costumes, des vêtements. Les vêtements, c'est Van Dyck. Si vous connaissez bien Anvers, il y a un restaurant quand vous entrez sur la droite, vous avez une pancarte qui vous dit « Ici était le magasin de tissus du père de Van Dyck ». Et mon vieil ami et maître, Roland Barthes, à la fin de cet article magnifique qui s'appelle « La lumière du Sud-Ouest », a cette phrase étonnante « Il n'est de pays que de l'enfance ». Au fond, le pays de l'enfance de Van Dyck, c'était les tissus. Et il est devenu peut-être le plus grand peintre de tissus de toute l'histoire de la peinture. Il n'est pas que ça, mais il est ça aussi. Et là, vous avez évidemment Madame Rubens, qui a trouvé que finalement, le jeune Van Dyck, c'était pas mal. Donc Van Dyck a été obligé de partir. Il est parti à Gênes, là où son patron était passé avant lui. Et ce que vous voyez à gauche, c'est du Rubens, ce que vous voyez à droite, c'est du Van Dyck. Et vous voyez qu'il y a à peu près 15 ans entre les deux. Et vous voyez que Van Dyck a très bien compris qu'il ne faut surtout pas refaire du Rubens. Sinon, les gens se diront, on l'a déjà vu. Et donc, il va prendre le contre-pied systémique de... Dans un séminaire que je fais sur l'innovation, je dis toujours, si une équipe n'est pas capable de temps en temps, 2, 3 fois par an, de s'asseoir autour d'une table et de se dire, on a toujours fait comme ça, qu'est-ce qui se passerait si on faisait exactement le contraire? Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire exactement le contraire, mais le simple fait d'y avoir réfléchi ensemble va libérer tout un tas de choses. Et là, vous avez effectivement un Van Dyck qui vous dit c'était blanc chez le patron, ça devient noir chez moi, c'était de l'argent chez le patron lamé, ça devient du doré chez moi, c'était du lamé, ça devient du velours. Voilà. Risquer le contre-pied. Et puis, évidemment, vous avez des animaux. Les animaux, c'est quand même pas mal, parce que ça fait exotique. Et qui est-ce qui fait les animaux? C'est un monsieur qui s'appelle Snyders, Franz Snyders. Très beau portrait de Franz Snyders et sa femme. Par qui? Par Van Dyck. Et donc, effectivement, le respect que Rubens a pour ses collaborateurs devient modélisable sous la forme d'un respect entre collaborateurs. Ce qui, dans le domaine de l'innovation, est extrêmement important, parce que quand quelqu'un va oser sortir une idée nouvelle, il ne faudrait pas qu'elle ou il se heurte à une espèce de conspiration de l'ancien. Et si, effectivement, il y a cette admiration mutuelle des collaborateurs, modélisée sur l'admiration du leader pour les collaborateurs, là, on a une chance de s'en sortir. Regardez ça, c'est fou.
Ça, c'est du Snyders qui fait les animaux, c'est du Wildens qui fait le paysage. Rubens n'intervient pas, et en même temps, si Rubens ne les avait pas rassemblés, il n'aurait jamais fait ça. Regardez d'ailleurs un portrait de Wildens par Van Dyck, et puis un portrait de Jan Brueghel l'Ancien par Van Dyck. Le respect mutuel des collaborateurs. Et puis ça, évidemment, regardez, là, vous avez un... C'est plus un portrait de Rubens, c'est un autoportrait du monsieur qui est à droite, Jacques Jordaens ou Jacob Jordaens, avec sa femme et ses 2 filles. Vous avez marqué, normalement, il devrait avoir une palette à la main ou des pinceaux. Non, il a un instrument de musique. Responsabilité de l'harmonie dans la communauté. Et vous voyez, Jordaens, c'était le généraliste au milieu des spécialistes. Et le génie de Rubens, c'est d'avoir su rassembler dans son atelier des spécialistes absolument fabuleux et impeccables dans leur domaine, plus au moins un généraliste, Jordaens, qui venait garantir que les spécialistes n'allaient pas s'enfermer. Et ici, dans un tableau comme celui-ci, qui représente la famille de Lot quittant Sodome, pour des raisons évidentes, eh bien, on compte que 60% des touches aux rayons X apparaissent de la main de Jordaens, mais le tableau est quand même signé Rubens. Généraliste, spécialiste. Et puis, supposons un instant, évidemment, que ce tableau vous ait plu. Vous l'avez aimé. Vous êtes revenu plusieurs fois, parce qu'on pouvait entrer dans l'atelier de Rubens. Vous l'avez vu en train d'être fait et il vous plaît vraiment. Un jour, vous arrivez, il est parti, parce qu'on l'a livré à Munich, où vous pouvez le voir aujourd'hui, dans la vieille résidence de Munich, l'ancienne résidence de Munich, il y est là. Et évidemment, vous vous lamentez. Alors, vous avez le choix de la copie d'atelier, ça c'est possible, on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez aussi les produits dérivés. Et les produits dérivés, c'est les gravures. C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui s'appelle Peter Soutman, qui à longueur de temps, avant que les tableaux ne partent, en fait des gravures. Et là, évidemment, où vous vendez un tableau, vous allez vendre, évidemment, alors plus le tirage est limité, plus la gravure sera vendue cher, mais vous allez vendre, effectivement, les gravures. Et alors, évidemment, c'est à l'envers, puisque vous savez que Soutman s'est mis avec sa plaque de cuivre devant le tableau, il a gravé une copie du tableau, ensuite on a ancré, on a renversé et on a imprimé. Donc forcément, le sujet est à l'envers. Ceux d'entre vous qui connaissent la maison de Rembrandt à Amsterdam, pas très loin de la grande synagogue portugaise, un endroit magnifique, vous savez qu'il y avait une pièce entière où Rembrandt n'avait que des gravures de peintres italiens. Parce que Rembrandt n'est jamais allé en Italie. À l'époque, évidemment, il n'y a pas Netflix. Donc, comment accéder aux images, sinon par la gravure? Or, qu'est-ce que voulait Rembrandt? Pas les couleurs. Il voulait l'originalité de la composition. C'est-à-dire comment, à partir d'un sujet déjà très connu, on allait réussir à... Parce que alors moi, bon, je suis désolé, certains d'entre vous le savent, l'innovation de rupture, ça me paraît génial, mais ça me paraît inaccessible à des vieux cons comme moi. Par contre, l'innovation incrémentielle, personne n'est dispensé de s'y atteler à longueur de temps. Quand vous pensez qu'en 1957, entre le 13 août 1957 et le 31 décembre 1957, Picasso, qui est en panne d'inspiration, va faire 58 copies des Ménines de Velázquez. Ça, c'est de l'innovation incrémentielle. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer la merveilleuse phrase de Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Les produits dérivés. Alors, les dangers. Danger, ben, vous l'avez là. Évidemment, si vous recrutez des collaborateurs qui sont standardisés, c'est-à-dire effectivement, vous le savez, Ésope au 5e siècle avant Jésus-Christ disait que la langue était à la fois la meilleure et la pire des choses. Il semblerait peut-être que le digital, ça soit ça aussi. La meilleure des choses quand ça ouvre sur ce qui aurait été autrement inaccessible, et la pire des choses quand ça enferme dans la médiocrité ou la violence des réseaux sociaux. Et vous voyez que quand par hasard il y a des gens qui émergent, vous avez la tondeuse à gazon qui passe pour remettre de l'ordre. J'aime beaucoup Pavel Kuczynski. Standardisation. Deuxièmement, ça c'est George Tucker. George Tucker, c'est un peintre américain qui, à la fin des années 40, a décidé de ne pas entrer dans le grand mouvement de l'abstraction, illustré à New York par ce qu'on appelle Abstract Expressionism, c'est-à-dire Pollock et toute sa clique. Et alors, ce type a disparu des écrans de la critique d'art américaine pendant pratiquement 30-35 ans. Quand il a réapparu, il y a un deuxième drame. George W. Bush a dit « He's my favorite painter ». Et ça, ce n'est pas toujours très facile à porter. Et ce que vous voyez là, c'est absolument, c'est très important. Tout organisme aspire à la croissance. Toute entreprise aspire à la croissance. Tout organisme aspire à la croissance. Le gros danger,
c'est quand, dans le processus de croissance, l'entrepreneurial va être remplacé par le bureaucratique, ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est-à-dire la standardisation, la siloisation. Et puis, bien sûr, ça. Alors, qu'est-ce que c'est une entreprise? De la part de quelqu'un qui n'a jamais travaillé en entreprise, vous pouvez partir tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que c'est une entreprise? C'est toujours une réponse à une question que pose le monde. L'entrepreneur, elle ou lui, est une femme ou un homme qui entend les questions qui montent du monde et qui se dit, tiens, cette question-là, moi, je crois que je saurais y répondre. Ça, c'est de l'ordre de l'intuition. Pour passer à la production, sans laquelle il n'y aura pas d'entreprise, il va falloir mettre en place des process, qui sont des vecteurs d'énergie. Alors, je vais vous dire quelque chose que vous savez par cœur, mais il paraît qu'il faut le redire régulièrement. Il est de la nature de tout process, à l'origine de son histoire vecteur d'énergie, de commencer un jour ou l'autre de cette histoire à confisquer une part sans cesse croissante de l'énergie qu'il est censé transmettre pour assurer sa propre survie. Le process veut survivre. Et pour survivre, il ne va plus transmettre simplement l'énergie, il va en détourner une partie, de plus en plus importante si le leader n'est pas vigilant, vers effectivement cette survie. Ce qui veut dire, et là pour ceux d'entre vous qui sont des freudiens, vous allez voir tout de suite évidemment, on est exactement dans ce que Freud appelle la perversion, c'est-à-dire que ce n'est plus le process qui est ordonné à l'entreprise, c'est l'entreprise qui est ordonnée au process. Et quand l'entreprise est ordonnée au process, bien sûr, elle est morte, même si elle ne le sait pas encore. Je l'ai marqué là parce que vous pourrez avoir le montage si vous voulez. Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est dans le deuxième paragraphe, entre parenthèses, le SDH, strabisme divergent heureux. Un leader est pour moi quelqu'un dont les deux yeux ne regardent jamais dans la même direction. Alors, par exemple, pour le process, un œil sur l'accomplissement des process, parce que, évidemment, s'il n'y a pas de process, il n'y a pas de communauté entrepreneuriale. Un œil sur le pourrissement des process, parce que le pourrissement des process est en train de menacer, évidemment, cette même communauté entrepreneuriale. Et ça, pour moi, c'est fondamental, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Perversion du process, et puis, dernier élément, bien sûr, c'est Isha, comme vous le connaissez, qui vous dit, ce que moi j'essaie de dire moins bien sûr, il n'y a rien de plus dangereux pour une communauté, entrepreneuriale ou non, mais il n'y a rien de plus dangereux pour une communauté que son succès, parce que le succès génère, qu'on le veuille ou non, à nouveau Freud, une compulsion de répétition. Parce que ça a marché, on va le refaire. Entre-temps, le réel aura bougé, et donc ça ne marchera plus, ce qui causera évidemment un énorme choc. Cette plasticité du réel qui fait évidemment que la compulsion de répétition est un échec total, vous renvoie à quelqu'un dont vous n'avez pas beaucoup reparlé depuis longtemps, qui s'appelle Henri Bergson, et qui, dans Le Rire, vous explique que plaquer du mécanique sur du vivant, ça fait rire, bien sûr. Voilà. Alors, travail du leadership, c'est Zaza. Alors, Zaza, pour moi, c'est Élisabeth Ier. C'est étonnant, c'est un portrait, on peut le voir là une seconde, puis on va revenir en arrière. C'est son dernier portrait de règne. Ce n'est pas le peintre qui s'est levé un matin en se disant « Tiens, je vais foutre des yeux, des oreilles et des bouches sur la robe de la vieille. » Parce que là, il y aurait pu y avoir au mieux une paire de baffes, au pire, la tête qui roulait dans la sueur. Donc c'est elle qui lui a commandité le tableau avec ça. Si elle avait commandité ça au début du règne, je me demande si ça n'aurait pas été « Il y a quoi qui voit, il y a quoi qui entend, il y a quoi qui l'ouvre. Big Sister is watching you. » À la fin du règne, ça me paraît complètement différent. Ce qu'elle vous dit, c'est qu'un grand leader n'en a jamais fini de travailler sur ses yeux, n'en a jamais fini de travailler sur ses oreilles, n'en a jamais fini de travailler sur sa bouche. Les yeux, voir, regarder, développer une vision. Les oreilles, entendre, écouter, discerner. Et pour la bouche, je pense qu'on a un petit problème. À l'époque, elle savait des choses que personne d'autre ne savait. Et révéler ces choses-là contribuait à sa légitimité. C'est ce que j'appelle l'information. Aujourd'hui, ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse encore y avoir de la légitimité dans la détention de l'information. Aujourd'hui, je pense qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui, sachant que ses collaborateurs sont parfaitement conscients du fait que ce qu'il y a de plus précieux pour elle ou pour lui, le leader, c'est le temps. Le jour où le leader donne du temps, la communication, là, il y a vraiment, effectivement, quelque chose d'essentiel pour les collaborateurs. Alors, ne vous faites pas d'illusions, mais vous le savez mieux que moi. Tout ce que je vous dis là, vos collaborateurs ne vous le diront pas avec ces mots-là, mais ils le vivent dans le quotidien.
C'est-à-dire que votre légitimité, c'est à leurs yeux parce qu'ils voient bien que vous travaillez sur vos yeux sans arrêt, vous travaillez sur vos oreilles sans arrêt, vous travaillez sur votre bouche sans arrêt. Regardez bien là. Qu'est-ce qu'elle a eu besoin d'aller se faire représenter avec un tamis? Si vous regardez le reste du tableau, la réponse est là. La réponse du sens d'un tableau, elle est toujours dans le tableau. Il y a des gens, et elle vous dit, moi, mon boulot, c'est de sélectionner les gens dont j'ai besoin et les gens dont je n'ai pas besoin. C'est ça le tamis, effectivement. Et vous voyez là, elle n'a jamais ambitionné une carrière de chanteuse pop. Mais elle vous dit, comme ça nous avait été suggéré tout à l'heure par Jordens, je suis responsable de l'harmonie de ma communauté. Et alors, regardez par exemple l'harmonie qui s'est créée, productive, entre un Derain et un Matisse. Et moi, ce que je crois, elle voulait dire, c'est, attention, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la richesse des complémentarités. Qu'est-ce qu'il faut que je risque? La diversité, effectivement, la force des diversités. Si je recrute des diversités fortes, je pourrais les transformer en complémentarités riches. Et ça, c'est le travail du leader. Pas de faire à la place des autres ce que les autres savent faire aussi bien, sinon mieux que le leader, mais faire en sorte que cette prise de risque qui inspirait peut-être quelques doutes à des cabinets de recrutement, cette prise de risque que je vais faire de rassembler des diversités fortes, il me reviendra ensuite de la transformer en complémentarité riche. Et regardez bien, c'est toujours elle. Le seul bijou vraiment important qu'elle ait, c'est ça. Vous avez compris tout de suite que c'est un portrait au phénix, où elle vous dit, un leader, c'est quelqu'un qui sait que l'obstacle est toujours la meilleure planche d'appel pour un rebond. Et si vous regardez nos amis chinois, quand nos amis chinois ont voulu faire un idéogramme pour crise, ils n'ont pas fait un idéogramme original. Ils ont rassemblé deux idéogrammes préexistants. Un qui représente le danger, l'obstacle, la menace, Wei, et l'autre qui représente l'opportunité, Ji, Wei Ji. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui voit, comme tout le monde, la dimension d'obstacle. C'est quelqu'un qui va faire apparaître ou s'attacher à faire apparaître la dimension d'opportunité dans l'obstacle. On se fout qu'il y ait des opportunités en dehors des obstacles. Ce qui nous intéresse, c'est l'opportunité dans l'obstacle. Et attention, quand un leader a fait apparaître l'opportunité dans l'obstacle, il ne méprise pas ceux qui en sont encore à l'obstacle. Il accepte que certains en soient encore à l'obstacle. Et c'est parce qu'il l'accepte que les autres accepteront de rentrer dans la dynamique de sa vision de l'opportunité. On en est toujours là. Strabisme divergent heureux. Qui veut dire quoi? Un œil du leader est sur l'extérieur. Comment ça bouge dehors? Et comment ce mouvement dehors par rapport à ma communauté peut devenir une menace, et probablement une menace. Et avec l'autre œil, j'impulse un mouvement dedans. Et c'est le mouvement dedans, dans lequel peut-être la communauté va avoir un peu de mal à rentrer au début, mais il faudra que le leader soit là pour accompagner cette transformation. C'est l'acceptation du mouvement dedans qui fera que le mouvement dehors ne sera plus une menace, mais deviendra une opportunité. Et vous voyez, alors vous allez me dire, bon, ben oui, qu'est-ce qu'elle tient à la main? Alors attention, les couleurs sont passées, le tableau a 422 ans. Elle tient à la main quoi? Un arc-en-ciel. Et elle vous dit, qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui déclenche des arcs-en-ciel pour ses collaborateurs. Alors, la pensée pas nunuche, je vous rappelle qu'elle a quand même remporté la victoire de l'invincible Armada. Ce n'est pas une petite connasse sentimentale. Bon, elle sait très bien qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui déclenche des arcs-en-ciel pour ses collaborateurs. Et regardez Queenie. Queenie qui a une statue hyper réaliste de Dwayne Hanson. Dwayne Hanson, c'est quelqu'un qui est mort de sa sculpture parce qu'il a inventé un composant dont il n'a pas vérifié, évidemment, la composition chimique et ce matériau l'a empoisonné. Et quand on disait à Dwayne Hanson, tu sais, Dwayne, tes sculptures ne sont pas très jolies, il répondait, it doesn't have to be pretty, it has to be meaningful. On se fout que ça soit joli pourvu que ça ait du sens. Et Queenie, il y a 3 raisons pour lesquelles elle n'est pas regardable. Premièrement, elle appartient à une minorité. Et tant qu'on n'a pas appartenu à une minorité, on ne sait pas ce que c'est qu'appartenir à une minorité. Deuxièmement, elle est, comme diraient mes amis américains, obsédée de political correctness, elle est horizontally challenged.
Et troisièmement, effectivement, elle est technicienne de surface. 3 raisons pour lesquelles elle n'est pas regardable, 3 raisons pour lesquelles il faut que le leader la regarde. Le travail du leader, c'est de regarder celles et ceux que personne d'autre ne regarde, parce que ceux-là sont en train de devenir des points de vulnérabilité pour la communauté, et il ne faut pas qu'il reste des points de vulnérabilité. Olivier Lajoux a cette jolie formule sur l'entreprise chaîne. Une chaîne n'a que la force de son maillon le plus fragile. Et c'est grâce à cet arc-en-ciel déclenché par que le regard va devenir autre chose. Faire passer par la qualité du regard, du geste ou de la parole, d'une présence subie à une présence engagée dans la communauté. Autre et dernier portrait de Zaza, regardez ça, c'est fou. Vous avez reconnu un pélican qui rentrait au nid alors qu'il n'a pas rapporté suffisamment de nourriture pour nourrir ses petits, va déchirer ses entrailles pour les nourrir. Et ça, c'est toujours Zaza, ce que j'appelle sortir ses tripes pour la communauté dont on porte la responsabilité. Si vos collaborateurs voient dans votre travail de leader cette sortie des tripes pour effectivement la communauté dont vous portez la responsabilité, alors votre légitimité à leurs yeux ne fera aucun doute. Intelligence intellectuelle du côté du phénix, savoir que l'obstacle est toujours la meilleure planche d'appel pour un rebond. Intelligence émotionnelle dans le pélican. Sortir ses tripes pour la communauté dont on porte la responsabilité. Alors, bon, 2 minutes, du fou. Quelqu'un siffle quand il y en a marre. Il n'y a plus de fous fonctionnels aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai beau me promener dans les entreprises à longueur de temps, je ne croise jamais personne habillé d'un costume multicolore, d'un chapeau à grelots et d'une marotte à la main. Donc s'il n'y a plus de fous fonctionnels, il vous faut des fous notionnels. Et je vais rappeler brièvement, parce qu'attention, l'existence du fou dépend de votre acceptation de son existence. Louis XIV n'aimait pas les fous. À long terme, ça produit la guillotine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est clair. Là où il n'y a pas de fou, pendant trop longtemps, finit par y avoir la guillotine. Alors, le fou n'est pas quelqu'un qui joue le rôle du fou pour attenter à la vie de la communauté ou du leader. Au contraire, c'est quelqu'un qui joue le rôle du fou pour que la communauté vive mieux, soit plus forte, et que le leader soit à la hauteur où son équipe, finalement, l'attend. Donc, le fou aime le leader et la communauté. Le danger de toute communauté a une vérité, c'est le savoir-faire de l'entreprise, qu'elle met au service de la réalité. La tentation, c'est que la communauté s'intéresse plus à sa vérité qu'à la réalité qu'elle doit servir. Et quand une communauté s'intéresse plus à sa vérité qu'à la réalité qu'elle doit servir, cette vérité est condamnée à devenir du dogme. Et le fou, c'est ce qui permet de rappeler que la vérité d'une communauté n'est authentiquement une vérité que tant qu'elle est au service de la réalité. Troisièmement, le fou est essentiel pour empêcher les conseillers fenêtres de se dégrader en courtisans miroirs. Le drame de tous les pouvoirs, c'est la dégradation des conseillers fenêtres en courtisans miroirs. Je n'ai pas le temps de raconter une histoire ici, mais je travaille avec quelqu'un qui a longtemps vécu chez Michelin et chez Renault sous la responsabilité de quelqu'un que vous n'aurez pas de mal à retrouver et qui dit qu'il y a eu un moment où il ne supportait plus les fous et où effectivement on est entré dans le drame. Et puis, il rappelle bien sûr le fou, le leader, à une lecture anamorphique du réel. Lapin-canard, c'est une anamorphose. Si le lapin, c'est l'obstacle et la menace, si le canard, c'est l'opportunité, votre travail, c'est de faire apparaître le canard là où tout le monde ne voit encore que le lapin. Strabisme divergent heureux, tout de suite. On retombera sur notre vieil ami Arcimboldo, peintre de cour de Rodolphe II de Habsbourg. Et Arcimboldo, vous savez, était un spécialiste de la nature morte. Mais Arcimboldo vous dit attention. Est-ce que vous êtes capable de faire ce que je veux que vous fassiez devant mes natures mortes? C'est-à-dire, une chose relativement complexe qu'on ne va pas pouvoir faire tous ensemble maintenant, c'est le poirier. Mais quelque chose que moi je peux faire pour vous et qui est relativement simple, c'est renverser le tableau. Et du coup,
la nature morte va se renverser en visage. Alors vous avez déjà compris que c'est la définition même du management. Le management, et c'est un des aspects d'un talent d'un leader, c'est de faire comprendre à des gens qui pensent que peut-être ils ne sont que des natures mortes, qu'en fait ils sont des présences. Et que l'entreprise est le lieu où cette présence va pouvoir s'engager. George Barclay disait « Esse est percipi ». Je connais un certain nombre de gens, je ne leur dis pas parce que bon, mais je connais un certain nombre de gens qui se pensent leaders. Le seul problème, c'est qu'ils sont les seuls à le penser. Esse est percipi, être, c'est être perçu. Si on n'est pas perçu comme leader, probablement on ne l'est pas. Et en même temps, les collaborateurs ne se sentiront être que s'ils se sentent perçus. Et en tant que leader, il faut que la qualité de votre regard soit modélisable pour vos managers de proximité. Voilà. Et donc la responsabilité, c'est de percevoir. Et j'en ai terminé, merci. Ça va à peu près.